Bonsoir. Merci tout le monde d'être présent pour cette table ronde sur les troubles du spectre autistique. Donc j'accueille 5 invités ce soir. Je vais les donner par ordre alphabétique comme s'il n'y aura pas de jaloux. Alors on a Léonie Dahan qui est comédienne depuis son adolescence, qui a joué dans plusieurs courts-métrages et qui est actuellement sur Prime dans la série Nudes, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait. Bonjour. Ensuite on a Olivier Liron qui est né un vendredi de bonne humeur, visiblement, et qui est donc normalien, agrégé d'espagnol, écrivain et romancier. C'est ça. Tout de suite à ma gauche, j'ai Marilène Plumet, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches en psychologie du développement et chercheuse au laboratoire LPPS. Ensuite, on a Joseph Chovanec, qui est un militant associatif dans le monde du handicap et de l'autisme et qui travaille aussi à l'Université catholique de Louvain. Et puis on a Hélène Vulser, également, qui est psychiatre, qui a fondé le Centre du neurodéveloppement adulte et qui est maître de conférences et chercheuse. Alors comme je l'ai dit, comme vous le savez, vous avez vu le planning et vous êtes sans doute là pour ça, on va parler donc de troubles du spectre autistique. Et moi, il y a une question que je me pose et que je vais poser à tout le monde, c'est de quoi on parle. C'est vrai qu'on entend finalement de plus en plus parler aujourd'hui de neurodivergence, neuroatypie, autisme, troubles du spectre autistique, troubles du neurodéveloppement, etc. Mais finalement, c'est quoi? Je vous laisse cette lourde responsabilité de définir. Hélène? Ça marche là? Vous m'entendez? Oui. Alors, très bonne question. Donc, quand on parle de troubles du spectre, alors d'ailleurs, normalement, le nom, c'est troubles du spectre de l'autisme. La définition française. Donc en fait, on parle d'un terme qui est décrit dans le DSM-5, dans les classifications, ou la CIM-11, les classifications internationales, et en fait qui regroupe à la fois des difficultés dans les interactions sociales et la communication, mais aussi ce qu'on appelle des comportements et intérêts restreints et répétitifs. Et en fait, c'est quelque chose qui touche 1% de la population à peu près, qui en fait commence dès les stades précoces du développement, donc dès petits. Mais par contre, ce n'est pas parce que ça commence des petits que le diagnostic a été fait des petits. Et donc, en fait, on a aussi des personnes qui ont des formes plus légères et qui n'ont pas été diagnostiquées dans l'enfance, qui le seront plus tardivement. Mais il faut bien voir que donc, le TSA, ce n'est pas juste le fait d'avoir des difficultés dans les interactions sociales et quelques routines et des choses comme ça. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus sévère, qui a un impact. Il faut qu'il y ait un retentissement qui soit significatif dans la vie de la personne pour qu'on pose le diagnostic. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le TSA, c'est un trouble du neurodéveloppement. Et le trouble du neurodéveloppement, lui, il est beaucoup plus fréquent. Il touche 1 personne sur 6. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien supérieur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les personnes qui vont se poser à l'âge adulte la question d'un TSA, en disant peut-être que moi, j'ai ça aussi, eh bien, en fait, parfois, c'est ça, mais parfois, c'est un autre trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est important aussi de penser à ces autres troubles du neurodéveloppement. Pour vous dire un petit peu, rapidement, ça va être tout ce qui va être TDAH, trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ou alors les troubles 10 par exemple. Donc ça, c'est des troubles qui sont beaucoup plus prévalents. Peut-être qu'on pourra un petit peu on y reviendra tout à l'heure. En parler. Et donc là, on a l'avis d'une professionnelle, d'une chercheuse, d'une psychiatre. Et vous, finalement, Olivier, Léonie, Joseph, comment est-ce que vous définiriez, vous, finalement, de quoi on parle, vous, avec votre vécu, votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, justement, de plus par rapport à ça? Moi, j'ai la sensation que c'est assez clair, que les plus grosses difficultés ont été dites, donc un rapport aux interactions différent, une gestion de l'énergie aussi qui va être différente, des troubles sensoriels aussi, donc des difficultés à gérer le bruit, les lumières, les odeurs, du placement dans l'espace aussi. Pour moi, c'est vraiment, quand j'essaye de l'expliquer à des amis qui ne sont pas autistes, ça va être, on joue à un jeu de cartes, mais j'ai pas les mêmes cartes que vous pour avancer dans le jeu, quoi. Voilà. Et toi, Olivier, est-ce que tu as quelque chose, un mot, je sais pas, une métaphore, quelque chose que tu aimerais associer justement à ça? Bonjour. Comment on définir quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que
peut poser une définition clinique. Et après, comme disait Léonie, comment on le ressent aussi. Moi, j'écris des livres, donc je suis écrivain, et j'ai l'impression que raconter des histoires, pas moi uniquement, permet de poser des récits vécus intimes, personnels ou mêlés de fiction, d'imagination, qui sont complémentaires de la définition très importante et très précise qu'on donne quand on est un spécialiste, ce que je ne suis pas du tout. Voilà, non, je ne sens pas du tout légitime en vrai à parler, parce que je pense qu'on voilà, on parle parfois sans être vraiment spécialiste. C'est bien aussi de poser ces récits-là, je crois, raconter des histoires. Il se trouve que dans mes récits, romans, souvent les personnages peuvent être considérés comme neuroatypiques. Et je pense que mettre en lumière ça, c'est ma manière en tout cas de contribuer. Après, j'ai lu plusieurs livres des intervenants qui sont ici. Et je pense que c'est complémentaire d'avoir ces récits sensibles, comprendre de l'intérieur, comment est-ce qu'on peut voilà, ressentir les choses physiquement, spirituellement aussi. Voilà. Merci. Joseph, peut-être? Ah, merci, bonjour. Alors, les mots changent, les catégories médicales changent. Il y a quelques années, le mot autisme ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Dans quelques années, ce sera à nouveau le même constat. Peut-être même que dans 10 ou 15 ans, le mot autisme va disparaître comme tant d'autres catégories médicales du passé. Lorsque j'ai commencé à vadrouiller à travers le monde, le sens qu'on donnait au mot autisme n'était pas le même qu'aujourd'hui. Par exemple, les centres dentaires spécifiques, c'était ça le noyau. On ne parlait pas de sensoriel, par exemple. Aujourd'hui, c'est surtout le sensoriel. Et ce n'est que quelques années, finalement. Donc, toutes les définitions changent. L'important, à mon avis, c'est l'être humain. C'est de s'intéresser à l'être humain, de découvrir l'être humain, de passer le plus de temps possible avec toute la pluralité qui existe en matière de fonctionnement humain. C'est ça ce qui, à mon petit avis, est important. Les termes, bon ça, c'est une coquetterie esthétique qui passe avec les modes du temps, quoi, à mon avis. Ouais, c'est bien que tu le rappelles aussi, hein, les catégories diagnostiques, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Hein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un diagnostic, assez souvent, pour des démarches administratives, pour la reconnaissance du handicap, il faut ce code diagnostic. Et quand je vous ai demandé un peu de quoi vous vouliez parler ce soir, il y a quasiment tout le monde a parlé du diagnostic, de la question du diagnostic. Est-ce que, par exemple, les cliniciennes pourraient commencer en nous disant peut-être c'est une situation peut-être que vous avez rencontrée au cours de votre pratique clinique d'un enfant qui vient ou d'un adulte et qui s'interroge un peu peut-être sur certains comportements, l'entourage a pu dire des choses. Comment ça se passe ? Alors, il faut savoir qu'on parle, Joseph l'a très bien dit, d'un trouble qu'on appelle développemental. Donc les formes, elles changent au cours du temps. Et c'est vrai que pour des raisons pratiques, administratives, on a tendance à utiliser des termes qui sont des diagnostics, des étiquettes pour des besoins même d'orientation. Mais en fait, chaque enfant est différent, chaque enfant a sa trajectoire. Bien sûr, il va y avoir des éléments communs, mais ces éléments, ils vont changer au cours du développement. Donc, par exemple, certaines difficultés qui vont s'exprimer de manière très précoce, elles vont évoluer ensuite en d'autres choses. Donc, en fait, ça dépend de l'âge. Et d'ailleurs, dans les derniers développements du DSM-5, il y a une approche beaucoup plus développementale et beaucoup plus dimensionnelle que simplement catégorielle. Ce qui compte, c'est la trajectoire de la personne. Donc, quand il y a des éléments, des signes d'alerte d'un trouble du neurodéveloppement et notamment de l'autisme, bien, ça va se voir, par exemple, quand l'enfant il a 9 ou 10 mois, parce qu'il va moins souvent que les autres enfants s'intéresser aux relations sociales, à partager avec les autres ce qui l'intéresse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres intérêts. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle une neurodiversité, avec des caractéristiques neurofonctionnelles très précoces qui sont différentes
la plupart des personnes. Et donc, c'est la difficulté à être en phase entre des personnes dites neurotypiques et neuroatypiques qui va faire s'exprimer un certain nombre d'anomalies. Et donc, chez un très jeune enfant, normalement, pour se développer, il a besoin d'entrer en interaction sociale. Si son rythme, si sa manière de traiter les informations est trop différent, les deux ont du mal à rentrer en interaction. Et donc, ça va se traduire effectivement par des difficultés, un moindre intérêt, une moindre motivation apparente pour les personnes et puis un intérêt pour d'autres éléments de l'environnement. Et puis ensuite, ça va évoluer. Cet enfant-là, il ne va pas rester tout le temps inintéressé par les personnes, il va acquérir après d'autres compétences. Et donc, on va avoir des enfants qui vont se tourner peut-être vers les autres, mais qui n'auront pas les codes et les mêmes scripts. Et donc, ça demandera un effort beaucoup plus important pour eux et pour les autres aussi de s'accorder à eux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut le voir de manière mutuelle et réciproque, cette difficulté d'ajustement. Et donc, ça va se traduire à différents âges, mais par exemple, les troubles sensoriels, ils évoluent aussi. On va avoir des enfants qui peuvent être hypersensibles au toucher, aux lumières, et puis ensuite, les choses peuvent changer au cours du temps. C'est très important, et nous, en psychologie du développement, on insiste toujours là-dessus, au-delà de la catégorie diagnostique, de faire avec la personne un bilan fonctionnel au fur et à mesure de son avancée en âge, pour savoir à quel moment est-ce qu'il a effectivement certaines vulnérabilités. Peut-être qu'au plan sensoriel, il n'a plus besoin de certaines choses, et puis pour d'autres, il reste encore à l'âge adulte une gêne, et il faut adapter l'environnement à ses particularités. Et vous, comment ça s'est passé quand vous étiez plus jeune? Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez peut-être cette catégorie, cette étiquette qu'on vous a collée chez un médecin ou autre. Ça fait combien de temps que vous vivez justement avec ce terme? Comment est-ce que ça s'est passé au début? Alors moi, je suis suivie par des professionnels de santé depuis de longues années maintenant. Et j'ai été diagnostiquée autiste il y a 1 an. C'est moi qui ai mis les démarches en place après en avoir parlé avec mon psychiatre, parce que je m'étais renseignée. J'ai toujours été assez intéressée par le fonctionnement des humains et de leur cerveau. Et donc j'étais abonnée sur Instagram à des personnes qui parlent de TDAH, d'autisme, de dyslexie, enfin de plein de formes de neurodivergence. Et à force de voir du contenu sur l'autisme, je me disais quand même, ça me parle beaucoup, quoi. Mais je voulais pas non plus. Enfin, je me sentais pas légitime à me dire autiste si j'étais pas passée par la phase diagnostic par un médecin, etc. Donc j'en ai parlé à mon psychiatre, qui m'a dit qu'effectivement ça pourrait être ça. Donc il m'a redirigée vers un psychiatre spécialisé, qui m'a lui-même redirigée vers une psychologue spécialisée, avec qui j'ai fait les 3 séances de diagnostic. Je tiens à dire que c'est extrêmement cher. Donc j'entends qu'on ne promulgue pas l'autodiagnostic, mais ça reste... disons qu'il faut être privilégié pour pouvoir avoir accès à ce diagnostic. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, mais tout le monde ne peut pas mettre les sous que moi j'ai mis dans ce diagnostic-là. Et personnellement, je me sens tellement mieux depuis que j'ai ce mot. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc je pense que ça serait important de le rendre plus accessible, ou au moins de se questionner sur nos fonctionnements. Et quand bien même on n'aurait pas le budget pour avoir ce diagnostic-là, ça n'empêche que si on se sent autiste, c'est peut-être qu'on l'est, quoi. Et toi, Olivier, ça s'est passé comment finalement? Comment est-ce que tu as découvert Oui, j'écoute avec intérêt. Il y a eu plusieurs étapes. Je pense qu'on est tous un peu en mouvement, quelle que soit notre personnalité. Je fais partie de ces gens pour qui l'autisme était quelque chose d'assez inconnu et qui ne s'identifiait absolument pas, ni de près ni de loin, à cette catégorie, qui n'avait absolument aucune envie de chercher un diagnostic de ce type. Et par différents relais effectivement médicaux successifs, et vraiment
presque à mon corps défendant. Je me suis retrouvé avec ce diagnostic-là, qui certes correspond à aujourd'hui, comme disait Joseph, à une forme de diversité au sein de cette neurodiversité, mais néanmoins, ça a été assez surprenant. Et au moment où j'ai reçu ce diagnostic, à 28-29 ans, dans un contexte de souffrance vraiment quasiment paroxystique, quoi. C'est vraiment un moment dans ma vie où j'avais le sentiment que il fallait quand même que je trouve une issue. Je pense que dans ce premier temps, le diagnostic m'a aidé, m'a soulagé. Et je me suis dit, oui, en réalité, il y a des éléments de compréhension de cette souffrance. Je me reconnais effectivement énormément dans le trait, et certainement le plus frappant dans mon... Enfin, je pense d'avoir ces fameux intérêts spécifiques. Ça, c'était un élément qui a vraiment déclenché chez tous les médecins, etc. Est-ce que ça suffit à poser un diagnostic? Sans doute pas, mais en tout cas, il y avait d'autres éléments qui allaient avec. Et je me souviens de ce diagnostic. Le premier temps était un temps de soulagement. En même temps, le retour de l'entourage était en fait un révélateur de la relation que j'avais. C'est-à-dire que dans le cadre de relations familiales, par exemple, toxiques, ce diagnostic a été reçu avec la même violence, était à l'image de la relation. Dans un cadre au contraire où finalement la relation était bienveillante, dans un cadre familial, amical, ce diagnostic a été reçu avec beaucoup de bienveillance et de clarté. C'est-à-dire qu'il y avait une réception différentielle de ce diagnostic, très clairement. Certains l'acceptaient, certains ne l'acceptaient pas. À l'image de ma propre, vous voyez, ma propre expérience. Donc le deuxième moment, rapidement, est un moment de culpabilité accentué. Je me suis dit, non seulement, en fait, je déconne, non seulement je vais très mal, mais en plus, je suis en train d'usurper un diagnostic qui ne me correspond absolument pas, puisque des personnes autistes, j'en rencontrais énormément, notamment après avoir écrit un livre qui était autobiographique, où j'évoquais cette question. Je me suis dit, mais c'est vraiment n'importe quoi, Olivier. Tu ne peux pas utiliser cette catégorie-là, qui est une catégorie qui... où toutes les personnes que je rencontrais étaient dans des situations, pour les proches ou pour eux-mêmes, de grandes difficultés. Tu ne peux pas simplement, parce que ça résout tous tes problèmes, te dire autiste. Donc ça a été une sorte de retour de bâton. J'ai ressenti énormément de culpabilité. Et finalement, d'ailleurs je le remercie, les organisateurs, ça me permet un petit peu de me réconcilier avec tout ça. Le moment depuis quelques années est un moment de réconciliation avec ça. Je me suis dit, si ce diagnostic a été posé, c'est qu'à un moment, ces avis, qui étaient quand même divergents de spécialistes, de psychiatres, des hôpitaux, etc., bon, c'est des gens qui sans doute s'y connaissent. Donc je me suis dit qu'il y avait sans doute un diagnostic qui avait été posé, qui correspondait à un moment à ma façon de fonctionner, et je suis capable de dire que aujourd'hui j'ai ce trouble autistique, mais en même temps je rejoins ce qui était dit là aussi. Aujourd'hui, parce que ça fait quand même presque une dizaine d'années que j'ai ce diagnostic, j'ai l'impression que j'ai envie d'explorer beaucoup d'autres choses, et que cette sensibilité-là, cette manière de fonctionner ou de dysfonctionner, notre fragilité, c'est quelque chose que je m'approprie bien davantage. Et sans ce diagnostic, je n'aurais pas pu me l'approprier. Donc je dis merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont finalement posé ces mots-là. Mais je ne dirais pas que le diagnostic a été reçu dans une forme d'euphorie et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me définit. Et toi, Joseph, est-ce que tu veux aussi nous en parler un peu? Oh, merci, mais bon, mon petit cas n'a pas forcément de grand intérêt parce que c'est presque paléontologique, quoi. Disons que ça remonte à une époque où il n'y avait quasiment pas d'adultes diagnostiqués. Et la situation dans mon enfance était tellement catastrophique qu'il fallait qu'il y ait un diagnostic. Donc entre débilité profonde, schizophrénie infantile grave et beaucoup d'autres labels. Mon petit nom, quand j'étais enfant, c'était Mauthausen à cause de mes énormes problèmes alimentaires. Bon, voilà. Et, donc, j'ai peut-être été l'un des premiers adultes en Europe francophone à avoir un diagnostic d'autisme. Bon, après, évidemment, le monde a beaucoup changé depuis lors, quoi, hein. C'est encore l'époque où l'autisme, c'était 1 sur 10 000, enfin, des cas tout à fait théoriques au fin fond d'un asile psychiatrique. Il y a un monstre baveux qui fracasse la tête de tous ceux qui s'approchent, hein. C'était à peu près ça, hein. Voilà, bon, bref. Donc, le monde a changé, mais je trouve très intéressante cette réflexion
quasi-culpabilité que je n'ai pas eu à l'époque parce que j'étais tellement sous si lourde médication et bon, j'étais aussi très très jeune. Donc, bon, mais c'est une question qu'on peut ruminer. Je crois l'une des façons de tenter de sortir de cette malédiction du diagnostic, pour ainsi dire, c'est d'aller au service des autres et notamment d'aller au service des plus exclus. Vous voyez, les gens qui vivent dans une chambre au mur nu avec un matelas qui pue la pisse par terre et lorsqu'ils sortent, s'entourent de cet infirmier un peu genre Macron, quoi. Hein. Et donc d'aller à la rencontre de ces gens-là, je crois que non seulement c'est une expérience où on apprend beaucoup, mais c'est une façon aussi de faire sa thérapie du traumatisme du diagnostic. Hein. Mais bon, je m'exprime peut-être bizarrement. Non, c'est très clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Hélène, on a l'impression que finalement, c'est un peu un parcours du combattant pour avoir une reconnaissance et puis finalement, même après, de l'accepter. Tu parlais de culpabilité, Olivier. Voilà. Finalement, comment est-ce que toi, du point de vue de la clinicienne, tu vois cette question-là, la question du diagnostic et comment la personne s'approprie aussi le diagnostic en général ? Alors effectivement, c'était très intéressant parce que les trois déjà présentations montrent la diversité des situations. Et en fait, effectivement, chaque consultation va être très différente l'une de l'autre. On va avoir plein de situations différentes de personnes qui viennent... alors moi, je fais vraiment de la consultation de diagnostic TSA. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas besoin forcément de payer. Hein. Il y a plein de consultations qui sont gratuites pour poser le diagnostic. Et il y en a dans toutes les régions de France. Donc c'est notamment dans les centres de ressources autisme où il y a des consultations qui sont spécialisées avec des bilans complets, pluridisciplinaires, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et qui se font parfaitement sans payer. Donc ça, il y a quand même des grosses choses qui ont été faites, notamment grâce à la stratégie nationale précédente et actuelle également, et donc on améliore encore l'accès au diagnostic. Alors, ce qui va être très important, donc, c'est qu'il va y avoir donc, chaque consultation, comme je disais, qui va être très différente. On va avoir, par exemple, des personnes qui vont être dans une situation, alors, par exemple, plus comme Joseph, qui ont des troubles qui sont repérés depuis la petite enfance, avec parfois des personnes pour qui on a posé un diagnostic, par exemple, de schizophrénie infantile, de psychose infantile, de troubles envahissants du développement, des choses qui sont en fait des anciens termes. Alors là, ça va être un peu plutôt l'idée de remettre le bon nom pour ces personnes-là. Et puis après, il va y avoir des personnes qui vont vouloir ce diagnostic parce qu'ils ont l'impression que ça vient répondre à un besoin. Et ce n'est pas forcément toutes les personnes qui ont un TSA. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'on se reconnaît dans le diagnostic qu'on a un TSA. Et puis après, on peut avoir, par exemple, la situation inverse. Ça arrive assez régulièrement. Des parents qui se disent « mais moi, je suis assez convaincu que mon enfant, jeune adulte, a un TSA ». Et le jeune adulte lui-même dit « mais moi, je ne veux pas en entendre parler. Pourquoi vous voulez m'étiqueter ? Je suis une personne dans ma diversité. Je n'ai pas forcément besoin qu'on me colle une étiquette ». Et alors là, ça va être intéressant parce que il va falloir quand même autant que possible essayer d'amener la personne, non pas forcément à lui coller une étiquette, mais au moins à pouvoir justement faire l'évaluation fonctionnelle dont on a parlé. En fait, ce qui est important, surtout à l'âge adulte, c'est pas tant au fond de poser un diagnostic. Ça va être important parfois pour la MDPH ou des choses comme ça pour avoir des aides, malheureusement. Mais en fait, au fond, pour aider la personne, ce qui est important, c'est pas de poser un nom, mais vraiment de se dire sur quoi la personne a des difficultés. Et donc, il va y avoir des personnes qui vont dire moi, avant tout, mes difficultés, c'est des difficultés dans les interactions sociales. Et quand on a dit ça, ça peut être du TSA, mais ça peut être aussi, par exemple, de la phobie sociale, ça peut être du TDAH. Dans le TDAH, il y a souvent des problèmes d'interaction sociale. Ça peut être plein d'autres choses. Et c'est ça qui va être vraiment important parce que quand on a bien repéré quels étaient, alors à la fois le diagnostic, mais aussi en quoi vraiment la personne était gênée, ça va permettre de l'aider, de l'accompagner. Et donc, on va avoir des personnes, par exemple, qui vont avoir des difficultés en termes de communication. Donc, il faudra les aider dans leur communication. Des personnes qui vont avoir des difficultés, par exemple, en termes d'attention. Et dans ce cas-là, il va falloir les aider sur l'attention, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui se fait dans les centres, de pouvoir poser un diagnostic, certes, mais surtout de pouvoir dire à la personne de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et puis, parfois, la personne, en fait, elle a effectivement un TSA qui est léger, mais parfois elle s'est améliorée. Comme tu disais, avec le temps, avec le développement, les choses elles vont s'améliorer. Mais comme vous disiez aussi très bien, il y a eu la fatigabilité qui s'est installée, et donc elle a dû faire des efforts en permanence. Et finalement, la question qui se pose à l'âge adulte, c'est pas forcément
de ce TSA, de savoir si est-ce qu'il y a un TSA ou pas, qu'on voit plus très bien ou moins bien à l'âge adulte, mais qui peut avoir été plus présent dans l'enfance, mais surtout finalement les conséquences anxieuses, dépressives sur la vie de cette personne, parce que c'est une personne qui a dû faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. Et puis finalement, ce qui compte maintenant, c'est vraiment ces problèmes d'anxiété et de dépression, et ça va être vraiment ça sur lequel il faut travailler pour l'instant. Et donc après, ça va être important aussi de pouvoir bien poser quand même un diagnostic en disant, il y a peut-être des petites choses quand même qu'on va pouvoir aider. Si la personne, elle se comprend mieux, par exemple, on fait beaucoup maintenant de ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique pour que la personne, elle puisse mieux comprendre ses difficultés et donc y faire face. Donc se dire, par exemple, typiquement, qu'est-ce que je peux faire pour, quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et d'avoir, par exemple, des moments de retrait. Et ça va aider la personne à mieux fonctionner. Et vous, tous les trois, c'est quoi justement les domaines, si on devait vous demander maintenant, sur lesquels vous avez le plus de difficultés et sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'aide aujourd'hui, sur lesquels vous auriez voulu avoir plus d'aide avant? Parce qu'on parle justement de la dimension fonctionnelle, voilà, au quotidien, sur quoi il y a des problèmes. Vous, finalement, ça se manifeste comment? En quoi ça vous handicape au quotidien? Dans quel domaine? Moi, une de mes plus grandes difficultés, ça va être la nourriture. Il y a des aliments que je peux pas manger parce que sensoriellement ils me font mal au corps. Il y a des surfaces que je peux pas toucher. L'idée, par exemple, pour donner un exemple, j'ai une planche à découper en bois et une fois qu'on a découpé les trucs dessus, il faut la laver. Et l'idée de mettre du bois sous de l'eau me fait... Là, je vous en parle et ça me fait mal. ça me dégoûte. Donc ça va être des petits trucs comme ça qui peuvent paraître pas si handicapants, mais en fait, ça finit par faire beaucoup. J'ai aussi des difficultés à maintenir le eye contact ou à pas assez le faire. Enfin, soit je vais trop le faire, soit pas assez. J'oublie aussi que selon les neurotypiques, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on peut pas dire. Moi, j'ai pas le masque social, quoi. Je me rends pas compte de ce qui va être gênant ou ce qui va être trop vulnérabilisant. Enfin, c'est des codes que je n'ai pas et que j'arrive pas à comprendre. Sinon, moi, je suis très sensible au bruit aussi. Mon meilleur ami, c'est mon casque anti-bruit. Ils m'aident beaucoup. Sortir de chez moi, c'est compliqué aussi. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire de la psychoéducation qui fait que du coup, je peux travailler, comme vous le disiez, sur mes difficultés personnelles et être accompagnée pour trouver des solutions vraiment adaptées à moi, quoi. Donc ça, c'est une chance. Mais voilà, la gestion des informations, donc là, la lumière, le bruit qu'il y a autour, voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose aussi, Joseph, Olivier, si vous avez de... C'est pas obligatoire. Hein. Non, ce qui a été dit me touche et notamment sur les conséquences. L'anxiété, la dépression sont des choses qui ont été en tout cas omniprésentes dans ma vie et dans quelle mesure c'est des conséquences d'une forme de trouble autistique et ou la conséquence de traumatismes familiaux, etc. En tout cas, les conséquences de cette... sont très fragilisantes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de fictions qui sont des fictions qui existent au cinéma notamment, et même, je dirais, dans le regard assez courant qu'on porte sur des gens qui auraient un trouble autistique et qui seraient surperformants, quoi, hyper performants. Donc, souvent, j'ai lu dans un livre d'ailleurs sur la question que c'était très genré aussi. On associe ça souvent à des hommes ou des jeunes hommes qui sont super performants dans
souvent ils font de la programmation informatique, quoi. On ne sait pas pourquoi, mais tous les autistes sont de la programmation. Et souvent les gens disent ah votre neveu, il pourrait être à la Silicon Valley. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que ça occulte indéniablement la fragilité immense. Enfin, donc il me semble que c'est un aspect, cette fragilité qui est centrale, mais je dirais aussi, je vais vraiment pas faire un retournement dialectique un peu facile, mais c'est pour lister la difficulté des gens. On peut aussi déplacer le problème et bien sûr dire quelle est la liste des problèmes que cette société a pour ne pas être capable d'avoir un endroit, et y compris dans ce festival, par ailleurs est extraordinaire, mais un endroit où on pourrait être effectivement au calme, tranquille, en attendant entre deux rencontres. Et en fait, voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que, oui, ce n'est pas uniquement... je crois qu'il y a des joies aussi à l'intérieur de ce type parce qu'on va jouer avec peut-être une matière qui, par contre, va être une matière qui va être au contraire euphorique, parce que moi, j'ai un plaisir infini à avoir appris le nom latin de toutes les espèces de bryophytes, qui sont les mousses des forêts. C'est pas uniquement une pathologie, quoi. Passer 1 heure à regarder une mousse... 50% et à virevolter les petits insectes qui sont dessus, et une part de la résilience est opérée déjà. Donc je veux dire, il y a aussi une forme de joie qui peut être dans ces fameux intérêts spécifiques, qui peut être, moi, effectivement, dans la création. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait d'aider. Tout à l'heure, j'ai donné un atelier dans une yourte. J'espère avoir aidé. En tout cas, je me dis que peut-être, d'une certaine manière, oui, de donner ce témoignage ou cette possibilité d'aider des gens qui sont beaucoup plus démunis que moi, c'est clair. Et voilà, je pense qu'effectivement, cette idée de constituer ça un peu en sujet politique aussi, en thème politique, de se dire, bah oui, quand un récit sur la santé mentale, après j'arrête, mais un récit, un livre... sur cette question-là, il est intéressant parce qu'il va aussi au-delà de lui-même et qui va mettre en lumière, mettre au jour des enjeux qui sont des enjeux sociaux, politiques. Et ça me semble vraiment important. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut écrire sur ces sujets, c'est parce que je pense que la santé mentale, de manière générale, ça permet d'ausculter la société dans laquelle on est, quoi. C'est vraiment l'ombre portée de notre société, quoi. Je veux dire... les traumatismes, voilà, on ne naît pas avec des traumatismes, comme ça, et puis le reste de la société n'y est pour rien, quoi. Alors, pour l'autisme, c'est encore une autre question, mais ce que je veux dire, c'est vraiment important de ne pas toujours remettre la parole sur les... Allez-y, décrivez-nous comment vous êtes bizarre, allez, dites-nous. C'est aussi simplement... peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui fonctionnent d'une certaine manière, et ils ont le droit de ne pas laver leur planche, c'est très bien. Merci. Du coup, tu fais une bonne transition aussi avec un thème qui tenait à cœur à Joseph. Tu parlais beaucoup de société. Et Joseph voulait parler du concept de société malade. Est-ce que tu as envie de développer un peu sur ce sujet ? Oui, merci. Alors, bon, si j'ose ajouter, je ne peux pas me plaindre à titre personnel. Ce serait indécent que je me plaigne. Mais je peux tenter de répondre par une boutade que je suis très probablement le seul ancien conseiller ministériel de France qui ne sache pas faire un nœud de cravate, qui ne soit jamais allé chez le coiffeur, qui ne sache pas conduire une voiture, qui ne soit jamais allé voter, qui ait vécu chez ses parents jusqu'à leur décès. On peut peut-être continuer, on peut s'amuser à la finica. Enfin, mais sur la société malade, en fait, il y a une nouvelle méthodologie en psychiatrie, en psychologie. Il y a encore quelques décennies, on faisait des études de cas, que ce soit la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie. Tout cela partait d'études de cas. Et même les écrits de Papy Zygmunt, le vieux Freud, mis à part peut-être son Moïse, ce sont des études de cas, avec une très petite préface parfois, c'est tout. Mais aujourd'hui, on procède tout à fait autrement. Aujourd'hui, on procède par statistique. C'est-à-dire, on constitue une cohorte
un troupeau. Hein. Donc le grand professeur, il a un énorme troupeau. C'est un peu comme à l'époque biblique. Hein. Plus vous êtes socialement haut placé, plus votre troupeau d'autistes ou de brebis est grand. Hein. Et ensuite, on a donc n égale, je ne sais pas combien il y a de moutons ou d'autistes, de je ne sais pas quoi dans le troupeau. Et puis ensuite, on fait des statistiques. Donc il y a une moyenne statistique. Et cette moyenne statistique en anglais, c'est ce qu'on appelle le order. Hein? Et si vous vous écartez par rapport au order, vous êtes dans le disorder. Et ce qu'on appelle trouble, hein, dans la traduction française, disorder se traduit par trouble. Hein. Et donc, en fait, c'est la moyenne statistique de la cohorte qui fixe la santé mentale. Voilà. Et donc aujourd'hui, les jeunes chercheurs pensent que la seule façon de faire de la recherche, c'est de constituer une cohorte et de faire des calculs statistiques. Il y a 60 ans, on vous aurait viré de l'université. Ça, ce n'était pas considéré comme de la recherche. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la recherche. Hein, voilà. Et donc, toute la question qu'on peut se poser, est-ce que la moyenne statistique incarne réellement la bonne santé, quoi? L'un des premiers à avoir formulé les choses, en tout cas l'un des premiers chez qui je l'ai trouvé, c'est évidemment Devreux. Il y avait un ethnopsychiatre ici même il y a quelques heures. C'était passionnant à écouter. Donc Devreux, le fondateur de l'ethnopsychiatrie, qui ensuite est un peu tombé dans l'oubli évidemment, mais lui il postulait cette possibilité qu'il puisse y avoir une société malade. Hein. Et évidemment, il prend des exemples classiques, comme par exemple à Nuremberg, lors des défilés nazis, si on fait la moyenne statistique, c'est quoi la santé, hein? Voilà. Mais sans aller jusque dans des cas aussi extrêmes, hein, quand on observe par exemple le fonctionnement de nos sociétés occidentales, est-ce qu'il est normal de mentir pour avoir un poste en politique? Oui, statistiquement, oui. Mais oui, c'est comme ça, hein, je veux dire. Ou alors, par exemple, est-ce qu'il est normal de vouloir écarter ses concurrents quand on passe un concours administratif, donc de prendre la place de quelqu'un d'autre qui se trouve sans rien? Est-ce que c'est normal ou pas? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser hein, quand on y réfléchit bien. Et surtout quand on introduit une perspective, et ça, je crois que ça manque totalement dans les approches psychiatriques actuelles, la diversité culturelle. Toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'autisme, de la santé mentale, sont constamment face à cette question. On travaille avec des familles venues d'horizons culturels multiples. Comment on fait? C'est quoi l'autisme chez les Kanaks dans un village pygmée au Cameroun, etc. Cette dimension-là, à mon avis, d'urgence, elle doit être introduite, quoi, hein. Et la psychiatrie ici a suivi une évolution inverse de celle de beaucoup d'autres disciplines. La psychiatrie, de plus en plus, est une affaire, je dirais, monocolore, hein, et urbaine, hein, et c'est extrêmement fâcheux, quoi. C'est extrêmement fâcheux. Pardonnez pour ma tirade, c'est un peu le militantisme qui me réveille par moments. Merci. Vous êtes toutes les deux cliniciennes, mais chercheuses aussi. Est-ce que vous avez quelque chose justement à rajouter sur ce côté de recherche, justement? Parce que la table ronde est aussi en partenariat avec l'Agence nationale de la recherche et le programme France 2030. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce qui se passe en ce moment dans la recherche? Alors c'est effectivement une grande question qu'on a sur la recherche. Effectivement, on se rend compte aussi que du fait des questions diagnostiques, à force d'avoir voulu catégoriser les gens, les mettre dans des cases, enfin, c'est vraiment l'idée, c'est que si on a un certain nombre de symptômes, on a un TSA, puis en dessous on ne l'a pas. Et donc ça pose un peu question. Puis avec les changements qui ont pu être faits au niveau des catégorisations, puis parfois un petit peu ce côté de oh là là, il doit y avoir un sous-diagnostic. Alors on a un peu surdiagnostiqué probablement. Et on se retrouve maintenant avec certaines recherches dont on sait qu'elles sont fausses, puisque justement on a mis dans des groupes de recherche des gens qui, selon nos classifications actuelles, ne correspondent pas en fait à ce qu'on appelle le TSA. Alors c'est quand même toujours un peu compliqué parce que, comme disait très bien Joseph, les choses elles changent en plus à chaque fois. Donc en fait on n'est même pas en ce moment on commence tout juste finalement à faire des recherches avec la terminologie TSA, avec les nouvelles critériologies.
Et en fait, comme les choses changent tout le temps, ça pose question sur la recherche. Donc, moi, je pense qu'en termes de recherche, ce qui serait intéressant, c'est beaucoup plus, mais c'est des choses qui sont on est en train d'aller vers ça, de faire des choses un peu plus dimensionnelles, et par exemple d'étudier les aspects sensoriels, les aspects de routine, etc. Parce que ça va être plus intéressant que finalement de catégoriser des choses avec parfois, voilà, comme je vous dis, parfois il y a des recherches entières qui sont un peu à jeter, parce que si vous dites par exemple aux gens, venez dans l'étude et vous êtes inclus dans l'étude si vous vous considérez comme TSA, c'est pas du tout la même chose que si à un moment donné un médecin a dit de vous que vous aviez un TSA, et c'est encore pas du tout la même chose de dire si vous avez fait un bilan complet de TSA, va pas être les mêmes personnes qui vont être incluses dans la recherche. Et donc on va avoir ces dysfonctions-là. Je voudrais juste un petit peu revenir pour voir d'un aspect professionnel de ce que tu disais, Joseph, sur le fait de comment sont perçues les choses. Nous, donc, on fait des groupes d'éducation thérapeutique dans lesquels, en général, il y a entre 6 et 10 personnes avec un TSA, et puis à peu près 2 personnes de notre équipe qui sont des professionnels qui n'ont pas de TSA. Et donc, il raconte très bien que quand il y a juste un professionnel qui est là et qui attend l'autre, il se sent très seul. Et qu'en fait, les personnes TSA entre elles vont retrouver un aspect de communauté beaucoup plus fort, et donc c'est la personne finalement qui n'a pas de TSA qui va dire moi je me sens différent, je me sens seule. Et c'est vraiment souvent une question qu'on va avoir de certaines personnes qui sont pas contentes de venir en éducation thérapeutique. Alors on n'oblige personne, je vous rassure, mais quand même on leur dit que ça serait peut-être bien qu'elles viennent voir pour voir ce qu'elles en pensent. Et souvent ils vont râler le premier jour, ils vont dire pourquoi est-ce que vous voulez nous apprendre des choses pour devenir neurotypiques? Pourquoi est-ce que ce seraient les neurotypiques qui ont raison? Pourquoi est-ce que ça serait pas nous? Et en fait, la seule raison qu'on a un peu à apporter, c'est de dire, malheureusement, parce que vous êtes en infériorité numérique. Et il a été proposé que si finalement, nous, les neurotypiques, on n'était que 1% de la population et que 99% avaient un TSA, alors ça serait à nous, neurotypiques, de devoir nous adapter. Et donc, c'est à eux, là, souvent, de devoir apprendre nos codes, parce que, justement, en fait, ne pas avoir ces codes les expose trop souvent à un rejet, au fait de ne pas pouvoir faire les études qu'ils souhaitent, au fait de ne pas pouvoir avoir le travail qu'ils souhaitent, etc., ne pas pouvoir se faire comprendre des autres, ne pas développer des relations, etc. Et comme souvent c'est quelque chose qui leur tient à cœur, on leur dit malheureusement pour ça vous êtes obligés d'apprendre nos codes. Mais c'est vraiment une question de point de vue, et effectivement s'il y avait 99% d'autistes dans notre population, les choses seraient différentes et ce serait à nous de nous adapter. Oui, pour rebondir sur ce point, d'ailleurs, un certain nombre de personnes autistes avaient diffusé sur Internet le syndrome du neuroatypique, où ils listaient toutes les caractéristiques très bizarres qu'ont les neuroatypiques, de mentir, de faire des choses moralement pas tout à fait acceptables et qui sont la norme, comme Joseph le disait. Pour revenir sur la recherche, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on a besoin de changer les paradigmes. Et moi j'ai évolué aussi dans mes propres recherches, et en psychologie du développement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement d'avoir des centaines de sujets, c'est de suivre plusieurs enfants au cours du temps, donc de faire des études longitudinales où on va suivre comment la personne évolue, et on va la suivre dans toutes ses dimensions. On va évaluer les aspects sensoriels, on va évaluer les aspects interactionnels, cognitifs, etc. Et on va aussi regarder comment ça se passe selon les situations. Moi, je fais beaucoup d'études aussi bien en crèche qu'à l'école maternelle et puis jusqu'à l'âge adulte pour les étudiants, où on va comparer en fait comment ils arrivent à s'adapter et comment les autres s'adaptent à eux selon les exigences de la situation. Et ce n'est pas du tout la même chose, même pour un enfant en maternelle, on ne va pas caractériser, tiens, il lui manque telle ou telle chose. Non, dans tel cadre, il fonctionne, et les autres fonctionnent avec lui comme ça. Les occasions d'interaction se font de manière plus favorable. Et puis dans d'autres cadres, eh bien, ça sera plus difficile. Donc c'est vraiment comparer les individus à eux-mêmes dans différents contextes et au cours du temps, qui nous permet vraiment d'aller en profondeur dans le suivi des personnes. Et ça donne aussi des données qui sont publiables pour la recherche. On n'est pas obligé d'avoir des centaines d'enfants, et c'est ce qu'on fait dans nos travaux. Super. Alors, on a quelques minutes avant les questions. Il y en a une que j'aimerais vous poser à toutes et tous, c'est celle de l'inclusion, justement la question de l'inclusion. Toi, tu me parlais justement de l'insertion professionnelle, l'insertion dans l'éducation supérieure. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour favoriser l'inclusion, et vous, est-ce que ça a justement joué quelque chose dans votre vie? Je suppose que oui, mais est-ce que vous avez peut-être des exemples de en quoi ça a pu vous freiner pour avoir accès à des postes, à des rôles, etc.
peut-être oui, reprendre. Alors, en ce qui concerne la démarche inclusive de l'éducation, c'est relativement récent en France, même s'il y a eu des décrets depuis plusieurs années et c'est soutenu par les stratégies autisme et troubles du neurodéveloppement. Et donc, une partie des activités que je fais, c'est d'accompagner les étudiants avec des troubles du spectre autistique, mais aussi d'autres TND, TDAH, 10, etc. Et effectivement, à travers un programme qui s'appelle Atypie Friendly, on a essayé de mettre en place des conditions pour favoriser vraiment l'accès aux études supérieures. Ça se prépare au niveau de la transition depuis le lycée jusqu'aux études. On travaille beaucoup avec l'ONICEP sur faire des webinaires Parcoursup, par exemple, pour ces publics-là, de manière à bien anticiper, préparer l'entrée dans le supérieur. Et puis ensuite, avec des programmes d'accompagnement, on va commencer par évaluer les besoins spécifiques de chaque personne, mais aussi ses intérêts propres, ses compétences propres. Et c'est l'ensemble qui va nous permettre d'accompagner, de favoriser, si possible, son parcours éducatif et son parcours d'études. Et on va aussi travailler sur l'accompagnement de son projet professionnel. Ça va aussi par des actions de sensibilisation. On ne se centre pas uniquement sur l'étudiant, on va sensibiliser tout l'environnement universitaire, les personnels, les autres étudiants, les équipes pédagogiques, les lieux de stage, de manière à ce qu'il y ait un autre regard et qu'on considère la personne dans sa globalité, pas seulement dans les choses qui peuvent nous paraître atypiques, mais aussi dans ses compétences, de manière à éviter les malentendus et qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans leur activité future. Et c'est des choses que dont vous avez pu bénéficier. Par exemple, Léonie, Joseph, Olivier, vous n'avez pas le même âge, donc vous avez vécu aussi votre jeunesse à des époques différentes. Est-ce que finalement, on retrouve finalement ces accompagnements vers l'inclusion, des dispositifs d'aide, d'aménagement? Est-ce que c'est des choses que vous avez connues et dont vous avez pu bénéficier? Non, moi j'étais pas au courant que ça existait, mais c'est très bon à savoir. Non, c'était pas... Peut-être qu'il faudrait le mettre encore plus en lumière, comme ça on pourra l'utiliser, parce que c'est un très bon outil, je pense. Et vous, Olivier, Joseph? Je souscris à ce qui a été dit et j'ai beaucoup d'admiration pour justement pour ces différentes démarches, qu'elles soient militantes, qu'elles soient éducatives, de recherche. Vraiment, je trouve que c'est formidable. Je pense qu'on avance quand même dans une plus grande visibilité. En tout cas, ce festival aussi emporte sans doute n'importe une preuve. Non, il n'y a pas eu de... Moi, j'ai le sentiment, tout en ayant, et c'est peut-être intéressant justement, un parcours socialement hyper privilégié. Moi, je suis fils d'enseignant. J'ai pu faire des études que je voulais faire. Je suis entré à Normal Sup. On se dit, bon, le gars, vraiment, il faut qu'il arrête avec son histoire d'autisme. Néanmoins, si vous voulez, dans l'état, peut-être ce serait un peu moins vrai aujourd'hui, c'était il y a 20 ans à peu près. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est super d'avoir eu ce concours, effectivement, qui est censé former l'élite des chercheurs, mais simplement, moi, je ne pouvais pas aller en cours, en fait. Donc, je pouvais pas, j'étais pas en capacité d'aller suivre un cours à la fac ou à l'école. Donc tu te sociabilises pas et donc tu peux pas continuer à avoir, je sais pas, faire une thèse par exemple qui est la fatalité sociologique de ces êtres-là assez incroyables qu'on appelle les normaliens, qui sont censés être typiques. Non, mais voilà, blague à part, je pense que le monde du travail, il est pas du tout, c'est terrible. Enfin, il est absolument pas adapté à des personnes qui vont avoir ces troubles, absolument pas. Ce qui fait que quand bien même, et c'est mon cas, on a eu un parcours des études privées, etc., on se retrouve dans une précarité immense, puisqu'en fait le monde du travail n'est pas fait pour nous. Donc c'est pas grave, on fait des tables rondes. Vraiment, voilà, je n'apporte aucune doléance ni jérémiade sur mon... C'est pas ça, mais je constate que même avec un parcours très privilégié, on n'a pas de boulot. Alors on va dire oui, c'est de ta faute, traverse la rue, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc énorme à faire en ce qui concerne le monde du travail. Enfin, ça me semble vraiment une grande banalité ce que je dis, mais parce que c'est aussi ça le socle d'une santé souvent psychique. Et en réalité, c'est un monde à trouver sa place parmi les autres. Et c'est quand même, aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, c'est quand même aussi, moi, ça me semble en fait un éléphant ce truc, quoi. Vraiment faire en sorte que dans le monde du travail puisse accueillir. Et je pense que c'est de plus en plus le cas, heureusement, depuis il y a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait très différent, par exemple, à l'université. Mais voilà.
C'était juste... et juste rajouter une anecdote tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans cette yourte, oui, mais ici, pour rebondir, il n'y a que des gens qui me ressemblent. Et je trouvais ça intéressant, je ressentais un peu la même chose au fond. Et je me suis dit, oui, tout est relatif quand même. Voilà, donc... et l'autre jour, je termine, il y avait comme ça un enfant qui avait une forme d'autisme qui était très visible et qui était non-verbal, comme on dit, je crois. Et par contre, il connaissait par cœur un morceau de... Enfin, il avait une passion pour la musique de Liszt, le compositeur classique. Donc son père, dans la voiture, lui mettait un morceau de Liszt qui est assez connu, qui s'appelle la Campanella. Et il y a des notes de musique comme ça, très, très aiguës, très belles. Et une petite note, et cet enfant qui devait avoir 7 ou 8 ans, était dans un état de bonheur quand il entendait cette musique, qui m'a ému aux larmes. Et je me suis dit vraiment, je pense qu'on a tous, quand on est concerné, on devrait tous avoir le droit d'avoir cette bulle, au moins un minima. Un minima, cette bulle où effectivement on peut avoir, disons, une forme de confiance en ce qui nous entoure. Et s'il y a quelque chose à faire, oui, c'est très concret, quoi. Je veux dire, c'est comment ne pas crever de peur, c'est comment ne pas, voilà, c'est comment manger, c'est comment. Et ça, je pense, oui, qu'il y a quand même un travail qui est colossal, quoi, sur ces questions, qui est colossal.